Dites-vous que au niveau de la France, vous êtes une minorité. Je suis tombé sur une stat la dernière fois. Lorsque tu détiens 2 ou 3 résidences locatives, sache que tu fais partie des 3% en France. Donc vous êtes en quelque sorte une élite. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Bon, exceptionnellement les amis, l'épisode sortira jeudi à la place de mercredi. J'ai eu un petit peu des petits contretemps, donc j'ai pas eu le temps d'enregistrer. Donc promis, normalement il sort demain, enfin du coup jeudi à 10 h. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je vais vous faire un petit feedback sur ma semaine dernière, parce que j'ai participé à une rencontre entre investisseurs sur ma région et j'ai ressorti plusieurs points. Le premier point, c'est de faire attention sur vos investissements, même si je sais que c'est compliqué dans les zones, par exemple, où le prix au mètre carré est élevé, et c'est le cas dans la région où je suis, à savoir le bassin alémanique. Les boosters de rentabilité, comme je les appelle, à savoir la courte durée, la coloc, etc., ça doit être la cerise sur le gâteau. Après, il y a quand même quelques données à prendre en compte, comme la plus-value latente, etc., parce que effectivement, si tu es assis par exemple sur 44 plus-value, mais que tu dégages zéro cash flow, ou voire même si tu es en négatif, bah, imaginons que tu revends dans 4 ans, alors en réalité c'est comme si tu avais dégagé un cash flow de 10K par an, tu vois. Alors que moi par exemple, si je fais 5K de cash flow par an, mais à la revente, je dégage zéro de plus-value, donc tu vois, c'est un calcul à faire. Mais je vous dis ça simplement parce qu'en fait j'ai discuté avec un investisseur et tu vois, il fait de la courte durée, mais la ville va l'empêcher avec la réglementation contre les Airbnb. Et donc, il va passer d'un business juteux à un business, dans tous les cas, moins rentable, voire peut-être même négatif. Bon, dans tous les cas, si jamais cette problématique vous parle, si jamais quelqu'un aurait une faille ou une astuce pour l'aider, ça sera avec grand plaisir que je lui transmettrai. Donc, si jamais vous avez un petit tips à filer, faut se soutenir les coudes, hein, les gars, hein. Et les meufs. Si jamais vous avez un petit tips, une petite combine, je le prendrai volontiers, puis je lui transmettrai si on peut aider à travers ce podcast, ça serait avec grand plaisir. Le deuxième point que j'ai retenu de cette rencontre, c'est de toujours visiter l'ensemble d'un bâtiment. Je vous en ai déjà parlé dans des précédents épisodes, mais comme par exemple quand tu achètes un immeuble, on visite toujours tous les, apparti- tous les appartements, c'est obligatoire. Dites-vous que le jour où vous passez chez le notaire, vous achetez en votre âme et conscience, que vous ayez visité ou non. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des surprises parce qu'en immobilier, les surprises, c'est pas 1 ou 2 euros, tu vois. Les surprises, elles chiffrent vite. Donc imaginons que l'agent vous ait fait visiter comme par hasard 3 des 5 logements qui sont top et il vous dit que les 2 autres logements, bon, on peut pas les visiter parce que le locataire ne veut pas, le locataire est en vacances et il veut pas qu'on rentre sans qu'on soit là. Et puis en fait, au final, vous visitez pas les logements parce qu'en fait, les logements, ils sont flingués. Bah, après la vente, l'agent immobilier, c'est plus son problème. Alors j'abuse un peu dans l'image que je donne de l'agent immobilier un peu véreux, mais on n'est pas loin, hein. Et, euh, et non, franchement, c'était super cool. Alors, si jamais les organisateurs écoutent ce podcast, un gros big up à eux. C'était super cool. Des bonnes rencontres. Et bah, tu sais, ça rebooste toujours quand même. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait. C'était la toute première fois que j'en faisais avec des investisseurs du coin. Parce que moi, je suis du Nord et donc j'en profite pour en faire dans le Nord. Mais franchement, ça fait du bien. Je clôture cette petite intro par des félicitations. On va féliciter, j'espère tous ensemble, on va féliciter Alaïdine qui a fini son invest et donc qui est on the way pour le mettre en location.
Félicitations aussi à Sabrina pour son accord bancaire et donc bientôt la signature. Petit immeuble de 3 appartements. À nous le cash flow, hein. Et avant de continuer, je compte sur votre soutien pour m'aider à l'expansion de ce podcast. Vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, le petit commentaire qui fait du bien à son créateur. Ça vous prend 2 minutes à noter, vous cliquez sur le podcast, on scrolle jusqu'en bas, un petit clic et c'est réglé. Et vous pouvez aussi le partager à vos amis et tout ce qui est investisseurs autour de vous, etc. Allez, let's go! Aujourd'hui les amis, on va discuter ensemble de la liberté financière et à travers mon fil conducteur, on va voir aussi certaines de mes réflexions sur ce que c'est la liberté financière et surtout comment y parvenir. Alors, est-ce que je vais commencer cet épisode par vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu de société Cashflow? Le jeu de société Cashflow, c'est un jeu de société qui a été créé par Robert Kiyosaki, qui est l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Et honnêtement, si vous n'y avez jamais joué, je vous le conseille vraiment, quitte à l'acheter. Vraiment, c'est super cool. Il est super bien fait. Kiyosaki, en fait, il a créé ce jeu pour aider à enseigner aux gens comment fonctionne l'argent et comment vous pouvez sortir des sentiers battus pour obtenir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc en gros, sur le plateau du jeu, vous avez 2 pistes. Il y a la piste qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire que là où tout le monde commence, et puis on a sur le côté la voie rapide. Et donc la façon dont vous allez passer à la voie rapide, c'est de faire en sorte que votre revenu passif mensuel dépasse vos dépenses mensuelles. Donc, vous faites le tour de la planche de la rat race, collectant votre revenu mensuel, payant vos dépenses, etc. Et en fait, chaque joueur va garder une trace de ce qu'il possède sur une feuille de papier. Il va montrer sur cette feuille, grosso modo, on va avoir son compte de résultats et son bilan, afin qu'il puisse voir clairement si son flux de trésorerie est positif ou négatif après toutes ses dépenses. Bref, ce jeu est vraiment pas mal. J'ai aimé la façon d'introduire et de montrer aux enfants, même si c'est un jeu qui peut être joué par des adultes. Mais c'est vraiment, il est vraiment bien fait. Ça te montre aussi les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Et en gros, c'est un peu similaire à ce que tu pourrais trouver dans la vraie vie. Et ça, c'est plutôt cool. Et l'une des choses que vous apprendrez dans ce jeu, c'est l'impact des dépenses sur la liberté financière. Et il y a beaucoup de comparaisons avec la vie réelle. Tu peux par exemple dans le jeu avoir un emploi qui est très bien rémunéré et finir par devoir des dépenses plus élevées en raison du revenu élevé. Je ne sais pas si j'arrive à expliquer, il faudrait vraiment y jouer pour comprendre, mais voilà, tu vois, c'est quelque chose que tu peux voir dans la vraie vie, avec les gens qui essayent de vivre une vie qui repose sur le m'as-tu vu, ou pour répondre aux attentes de la société, aux attentes que la société leur impose, etc. Et tu vois, moi je me souviens, la dernière pratique que j'ai fait, j'ai tiré la carte professeur. Et donc j'avais un revenu qui était moins élevé, mais aussi avec des dépenses qui étaient moins élevées. Et donc, je m'en sortais pas mal parce qu'en fait, il me fallait seulement 1 ou 2 très bonnes affaires immobilières dans le jeu pour que je sois, entre guillemets, financièrement libre. Et grosso modo, en fait, ce jeu t'explique qu'il est quand même beaucoup plus facile d'atteindre la liberté financière si tu as des dépenses qui sont sous contrôle et si tu vis vraiment selon tes moyens. Et la première leçon qu'on peut tirer du jeu, c'est grosso modo de tout faire dès le début pour essayer de rembourser au maximum toutes vos dettes. Donc oubliez votre crédit voiture, vos crédits conso, et dans la vraie vie c'est la même chose, hein, c'est déjà l'un des moyens les plus simples de réduire vos dépenses mensuelles. Ensuite, je dirais qu'on doit se concentrer et limiter nos 3 grandes dépenses. Alors, c'est quoi ces 3 grandes dépenses? Ces 3 grandes dépenses, j'en parle dans la formation sur les finances personnelles que je vous propose, et je vous rappelle que c'est toujours gratuit, c'est le budget nourriture, le budget logement et le budget transport. La majorité des dépenses des gens vont entrer dans ces 3 catégories. Et donc, il est vraiment bon de se concentrer sur ces dépenses et de voir lesquelles on pourrait potentiellement réduire. Vous serez surpris, le budget nourriture d'un ménage français, il est immense.
Et moi, je fais une petite aparté, mais j'ai fait une expérience. C'est vrai que je me rendais compte que franchement, on dépensait pas mal au niveau course. Et ça me saoulait parce que, voilà, pour moi, on va pas dire que c'est de l'argent perdu, mais c'est de l'argent, voilà, c'est c'est de l'argent en moins. Et on a testé quelque chose, c'est de faire les repas le dimanche soir, enfin en fin d'après-midi, de préparer tous nos repas pour la semaine. Et vous vous rendez pas compte à quel point on a réussi à diminuer notre budget nourriture mensuel. On est passé, alors je vais pas dire des chiffres faux comme ça, mais grosso modo, on est passé, je crois, on a dû faire du moins 200 ou du moins 300 balles, entre 200 et 300 balles par mois. C'est énorme déjà. Donc, la majorité des gens, voilà, leurs dépenses, elles rentrent dans ces catégories. Maintenant, euh, si je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et, moi, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, et franchement, je pense toujours à l'heure d'aujourd'hui que c'est un très bon livre. C'est un très bon livre pour comprendre l'état d'esprit de la façon dont les gens riches pensent et fonctionnent. Et grosso modo, dans son livre, Kiyosaki nous explique, il nous dit qu'un actif est, est tout ce qui finit par mettre de l'argent dans notre poche, alors qu'un passif, c'est tout ce qui prend de l'argent de votre poche. Et ça, c'est un concept très simple à retenir. Actif-passif. Et grosso modo, il va développer cette idée en disant que bah, les riches se concentrent sur l'achat d'actifs, tandis que le reste de la société se concentre sur l'achat de passifs qui, eux, pensent être des actifs. Alors, on va passer le débat de la résidence principale, parce que ça va pas être le sujet de cet épisode. On pourra en refaire un, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a parlé. Et grosso modo, dans son livre, Kiyosaki euh, dit que la résidence principale, c'est du passif. Mais voilà, c'est un peu tendancieux, on va dire. Donc, dans le cas de Kiyosaki, grosso modo, il t'explique que bah, il faut acheter de l'immobilier, il faut acheter des actions à dividendes, des entreprises, etc., etc. En gros, tout ce qui va lui permettre d'augmenter ses flux de trésorerie chaque mois ou qui ont le potentiel de le faire à l'avenir. Alors que la masse des gens, eux, vont faire quoi? Ils vont plutôt, donc du coup, avoir un travail salarié. Ils vont acheter une maison avec un prêt qui va leur mettre la tête sous l'eau ou à la limite. Et ils vont acheter la belle voiture qui leur coûte plus de 500 euros par mois, etc., etc. Et moi, je vous dis pas ça pour vous dire que ouais, il est mauvais de s'acheter ça ou qu'il est mauvais d'acheter une voiture, etc., etc. Moi, je pense simplement qu'il est important de reconnaître la réalité de la situation. Dans le sens qu'un actif, c'est quelque chose qui va vous donner un flux de trésorerie et créer de la richesse. Alors qu'un passif, c'est quelque chose qui va nécessiter votre argent et donc au fil du temps vous appauvrir. Et moi, ce que j'aime bien dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, c'est l'accent qu'il met vraiment sur l'état d'esprit autour de l'argent. Peu importe la chose, tout commence par votre état d'esprit, votre mindset et la façon dont vous regardez une situation particulière. Je vous donne un exemple. Alors, je veux m'acheter une Porsche. Il y a une Porsche que je kiffe, que je veux vraiment, etc. Je sais que cette Porsche me coûterait 1000 euros par mois pour la financer, pour la louer. Ça me coûterait, enfin la louer ou faire un prêt. Je pourrais me dire, ok Anthony, vraiment je peux pas me le permettre. Eh ben, après avoir lu ce livre, tu vois, tu vas raisonner différemment. Tu vas te dire, ok, ben je peux pas maintenant, mais comment je pourrais faire pour me le permettre? Et ça ouvre ton esprit à rechercher et potentiellement à créer des moyens à accomplir pour atteindre ce que tu veux vraiment de la vie, tu vois. Qu'il s'agisse d'acheter une Porsche, une Lamborghini, une Ferrari, hein, d'accord, c'est qu'un exemple. Ça peut être une très belle maison ou quoi que ce soit. Et moi, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui conduisent des Porsche ou autres véhicules haut de gamme. Et peut-être que je vais vous l'apprendre, mais pour la plupart d'entre eux, ça s'est pas produit par accident ou par coïncidence ou par magie. Ils ont bossé derrière, tu vois. Et c'est comme un autre exemple, tu vois. Je pourrais tomber sur un investissement immobilier qui est une excellente affaire. Je pourrais regarder les chiffres et me dire, ah ouais, Anthony, cette OP, c'est une tuerie, il faut la faire, etc. Mais d'un autre côté, j'ai pas assez d'argent pour la financer. Je sais que j'ai
je vais me faire recaler, tu vois. Je pourrais me dire tout simplement que, bon, bah, je peux pas me permettre maintenant, et puis, bah, c'est tout. Je laisse filer, et puis, dans tous les cas, j'ai littéralement aucun moyen de trouver un financement. Ou je pourrais me dire aussi, ok, bah, comment est-ce que je peux me permettre cet achat? Ou au moins, comment est-ce que je peux avoir l'apport nécessaire pour financer? Et à partir de là, ça t'ouvre le champ des possibles à penser à potentiellement des moyens pour trouver de l'argent, pour mettre au moins l'apport. Peut-être qu'il y a des gens qui sont prêts à me prêter de l'argent contre des intérêts. Peut-être que je peux te demander de la love money. Peut-être que je peux m'associer avec quelqu'un qui a de l'argent, etc., etc. Et c'est juste d'avoir le bon mindset pour vraiment obtenir et chasser tout ce que vous voulez vraiment de la vie. Donc le changement de mindset, je vais arrêter de dire état d'esprit parce que ça fait nul en français. Donc le changement de mindset autour de l'argent est vraiment tout ce que j'aime dans ce livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et on va aller un peu plus loin dans cette idée de liberté financière. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir la liberté financière? La liberté financière, c'est généralement d'avoir suffisamment d'économies, d'investissements financiers et d'argent pour nous permettre le genre de vie que nous désirons pour nous-mêmes et pour nos familles. Ça signifie une épargne qui grandit au jour le jour, qui va nous permettre de prendre notre retraite ou de poursuivre la carrière que nous voulons sans être motivé par le fait de gagner un salaire fixe chaque mois. Parce qu'une fois que tu as dégagé ça, tu as un taf qui, tu vois, je sais pas, imaginons ton taf, tu le kiffes. Ton taf, tu le kiffes, mais voilà, il te fait pas gagner assez. Et on va pas se mentir, avec un salaire à 2000, 3000 balles, on s'en sort pas, tu vois. Eh ben, ton taf, tu le kiffes quand même. Donc, mets tout en œuvre pour atteindre cette liberté financière et que tu gagnes 3000 balles. Tu t'en fous, mais tu vas au taf avec plaisir. Tu vois, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des gens qui aiment bien leur travail et ils sont pas obligés de quitter ce qu'on appelle la rat race, etc., etc. Donc, en gros, la liberté financière, ça signifie que notre argent va travailler pour nous plutôt que l'inverse. Et la plupart des gens qui écoutent ce podcast savent que on ne peut pas construire sa liberté financière simplement en mettant ses économies à la banque. Je vais vous donner un exemple chiffré qui va vous parler tout de suite. Quelqu'un qui gagne 36 000 euros net par an après impôt, ça fait à peu près du 3 000 euros net. C'est pas exceptionnel comme salaire, c'est pas du tout exceptionnel. Donc moi je pense qu'on ne doit pas être loin au niveau de la réalité moyenne en France. Et bien dites-vous que s'il gagne 3 000 balles par mois après impôt tout au long de sa carrière, qui va durer 40 ans, et qu'il économise 20% de son revenu, il faut savoir que 20% en France, les gens économisent beaucoup moins que 20%, et bien sachez que dans ce scénario, à sa retraite, le mec aura 288 000 euros pour sa retraite. Et je parle même pas d'inflation. Donc est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut le coup? Moi je dirais que je connais déjà votre réponse. C'est de la merde. Donc la question maintenant c'est de savoir qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous économisez pour atteindre votre liberté financière. Parce que la plupart d'entre vous ne veulent probablement pas être forcés de travailler pour un emploi tout le reste de leur vie et vous cherchez la sécurité financière à long terme. Donc la première question que vous devriez vous poser, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment de votre vie. Parce que peut-être que, comme je vous l'expliquais juste avant, vous kiffez votre taf et vous n'avez pas envie d'arrêter. Ou alors, vous avez peut-être 50, 60 ans et puis vous voulez peut-être partir plus tôt en retraite. En sachant que bah, si tu pars plus tôt, tu as une décote au niveau de la retraite. C'est pas cool. Ou encore, peut-être que toi, tu as envie de quitter ton emploi pour faire autre chose à court terme. Tu vois, tu as envie d'arrêter ton taf, d'être sécure financièrement pour lancer ton propre projet, tu vois, parce que derrière, tu as une famille, etc., etc. Et puis après, il faut pas l'oublier, mais c'est pas la seule donnée à prendre en compte. Parce que y a d'autres choses à prendre en compte, c'est combien de travail et combien de temps tu es prêt à consacrer pour atteindre cette liberté financière. Est-ce que la liberté financière, c'est quelque chose que toi, tu as envie d'atteindre à court terme, à moyen terme, à long terme? La stratégie, elle va être différente en fonction des cas. Et si tu cherches à atteindre cette liberté financière comment dire, le plus tard dans la vie, où c'est pas, voilà, tu es sur une période vraiment long terme, tu es vraiment là pour construire ton futur, etc., mais tu as le temps. Et bah, tu vois, faire quelque chose comme simplement investir dans le marché boursier,
c'est une bonne option. C'est totalement passif. Alors bien sûr, les performances passées ne présagent pas les performances futures, mais historiquement, ça a très bien fonctionné sur les très longues périodes, l'investissement en bourse. Ensuite, on a déjà parlé du mouvement FIRE dans ce podcast. En français, comme d'hab, hein, en français, ça fait toujours plus dégueulasse. Ça se traduit par indépendance financière et retraite anticipée. Ce mouvement a popularisé cette idée de liberté financière. Mais dans cet épisode, je vous ai expliqué que si on voulait suivre ce mouvement, on allait devoir mettre des sommes records supérieures à 1 million. Et maintenant, économiser plus d'1 million d'euros. Alors bien sûr, c'est certainement possible pour des gens, mais ça va certainement prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pourquoi certaines personnes, elles préfèrent adopter une approche, on va dire, plus active concernant leur investissement pour atteindre cette liberté financière encore plus rapidement. Et je suis en plein dedans, la façon la plus rapide, c'est d'investir en immobilier. Des bons investisseurs, en faisant des opérations rentables, peuvent très facilement obtenir des rendements nettement plus élevés que s'ils avaient juste investi dans des actions à la place. Et grâce à l'immobilier, on peut réaliser des choses fantastiques, comme si tu es un peu malin, comme par exemple avoir sa résidence principale, tu la divises en deux, et puis tu loues, et puis ça te fait vivre, on va dire, entre guillemets, gratuitement. Et donc, on va prendre potentiellement l'une des dépenses les plus importantes d'un ménage, le logement, et tu transformes ta résidence principale d'un passif en un actif potentiel si elle est bien faite. Je vous épargne le débat résidence principale, actif ou passif. On y reviendra, je vous promets. Euh, et il y a d'autres facteurs avec l'immobilier, il y a d'autres avantages. Vous avez l'appréciation potentielle de la maison, les avantages fiscaux qu'on va en tirer, et puis leur valeur nette sur les maisons qui sont remboursées, enfin sur l'immobilier qui est remboursé chaque mois par des gens qui vous la louent. Eux vous payent un loyer qui va vous permettre de rembourser le capital restant dû chaque mois. Et automatiquement, hein, un jour ou l'autre, ce paiement mensuel, il va atteindre votre poche. Un jour ou l'autre. Le jour où vous revendez, tout le capital remboursé, vous le récupérez. Alors bien sûr, moins la plus-value, hein. Bienvenue en France. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'avantages à l'immobilier. Et je pense pas que beaucoup de gens réalisent vraiment. Et dites-vous une chose, c'est qu'au niveau de la France, vous êtes une minorité. Je suis tombé sur une stat la dernière fois, genre, lorsque tu as 2 résidences locatives, 2 biens immobiliers ou 3, je sais plus, tu fais partie des 3% ou quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. La plupart des gens qui écoutent ce podcast, et je vous souhaite, hein, même si vous êtes débutant, je vous souhaite d'être dans ces 3%. Mais dites-vous que vous êtes une élite parmi les Français. Et pourtant, l'immobilier, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut apprendre à investir sur ce type de marché. Tout le monde est capable d'économiser de l'argent, trouver une opération qui matche avec leurs objectifs et la réaliser. Et ce qui est magique avec l'immobilier, c'est que surtout, si tu fais une opération, on va dire, maligne, rentable, bah, d'avoir 0 € d'impôt sur tes loyers. Avec tous les amortissements, etc., le jeu comptable, etc., tes dépenses sont plus élevées et donc ça compense la totalité ou on va dire au moins une grande partie de tes loyers. Donc en gros, si je résume de manière un peu simpliste, on va dire que 1 € gagné avec un bien locatif, c'est pas égal à 1 € gagné avec ton boulot. Parce que ton revenu avec tes loyers, ton bien locatif, on est quand même souvent déductible d'impôts. Et je vous donne une autre raison pour vous dire que pourquoi l'immobilier fonctionne si bien. C'est que, peut-être pas au début, mais après, tu as accès à des transactions, on va dire, privées. Et contrairement au marché boursier, où tout le monde a accès au même marché, où il y a des millions de personnes qui ont accès à l'achat ou à la vente à tout moment, dans l'immobilier, vous seriez surpris de voir à combien partent certains biens quelquefois. Allez jeter un œil sur DVF,
et regardez les prix autour de chez vous. Moi, j'ai trouvé des transactions genre 100 mètres carrés pour 15 000 euros. Même avec des travaux, c'est rentable à 15 000 balles. En tout cas dans ma ville. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des villes où l'immobilier est tellement peu cher que faire des travaux, c'est pas très rentable. Mais voilà, quand tu es initié dans ce marché, tu as accès à des à des opportunités qui t'étaient inconnues avant, tu vois. Et ensuite, là on a vu, on a parlé un peu de bourse, on a parlé d'immobilier, et si on continue à monter un peu cette échelle, le prochain step pour atteindre cette liberté financière un peu plus rapidement, et je vous dis pas que c'est obligatoire, mais plus tu montes les étapes de l'échelle, et plus tu vas, c'est un peu des boosters, tu vois. Et donc la prochaine étape, ça serait l'entreprise, le business. Il faut savoir qu'avec la croissance d'Internet, il y a tellement de façons de créer une entreprise de nos jours. Il y a des milliards de personnes sur Internet. Vous pourriez être un créateur de contenu dans un créneau spécifique, un créneau qui vous intéresse vraiment et dont vous connaissez pas mal de choses. Faut savoir qu'il y a des gens qui tirent un revenu solide de YouTube, par exemple, et par tout ce qui est système de formation, etc., etc. Donc, c'est en quelque sorte le cadre supérieur pour atteindre la liberté financière. Le premier niveau consistait en gros à investir dans les marchés boursiers. C'est simple, tout le monde peut le faire, c'est 100% passif. Le deuxième niveau consiste à se lancer dans l'immobilier. Encore une fois, tout le monde peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué et ça va vous demander un peu plus de temps, des efforts, des sacrifices. Parce que l'immobilier, c'est pas totalement passif. Les gens qui vous font miroiter le business 100% passif, soit ils n'ont pas fait d'immobilier, soit ils mentent. Parce que ça vous demande du temps. Et le niveau 3 consiste à créer une entreprise. Et bien sûr que tout le monde ne peut pas le faire. Parce que ça va vous prendre une tonne de temps, une tonne d'efforts, une tonne de sacrifices. Et ça comporte aussi des risques. Mais avec ce risque, il y a cette corrélation. Plus tu prends des risques et plus les gains potentiels sont plus élevés à la fin. Bien sûr, il y a d'autres façons de gagner de l'argent et d'atteindre la liberté financière, mais je pense que c'est déjà un très bon point de départ pour réfléchir au concept global et mettre en place des steps pour y parvenir. Bon voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Dans tous les cas, si vous voulez prendre un bon point de départ, j'ai une formation gratuite sur les finances personnelles. On reprend les bases pour avoir une gestion saine de ses finances. Il faut savoir que c'est la base. Hein. Tout commence par une gestion propre de son argent. Vous retrouverez 2 heures de vidéos, des PDF téléchargeables, des actions concrètes à mettre en place, une méthode qui fonctionne. Hein, c'est ce que j'ai utilisé personnellement, ce que j'ai fait appliquer à ma conjointe et ce que j'ai fait appliquer à de la famille. Et ça a très bien fonctionné pour eux, donc ça devrait très bien fonctionner pour vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré à commencer ou peut-être à continuer de faire travailler votre argent pour vous plutôt que de travailler constamment pour l'argent. N'oubliez pas 1% chaque jour et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.